Je comprends mal ce qu'en art on nomme un novateur. Par les générations futures, une œuvre devrait être comprise. Mais pourquoi? Et cela signifierait quoi? Qu'elle pourrait l'utiliser? À quoi? Je ne vois pas. Mais je vois bien mieux, encore que très obscurément, que toute œuvre d'art, si elle veut atteindre aux plus grandioses proportions, doit, avec une patience, une application infinie, depuis les moments de son élaboration, descendre les millénaires, rejoindre s'il se peut l'immémoriale nuit peuplée de morts qui vont se reconnaître dans cette œuvre. Jean Genet, l'atelier d'Alberto Giacometti. Ce qui m'intéresse le plus, c'est une tête. Enfin, toute la tête m'intéresse. Mais je crois maintenant qu'il faudrait arriver à construire le plus précis possible l'œil. Et que si j'avais ça, si j'avais la racine du nez, le départ des yeux, quoi, la courbe même de l'œil, tout découlerait de là. Très émouvant d'entendre la voix d'Alberto, intense, âpre. Et dans ces quelques phrases, il résume, il me semble, toute son aventure et sa recherche. Aventure et recherche qu'il disait être à fond perdu. Je ne pense pas qu'on puisse dire à fond perdu parce qu'il pensait toujours qu'il allait aboutir à quelque chose, en tout cas progresser. Simplement, son œuvre et sa démarche n'aboutissaient jamais à un résultat satisfaisant. Il était hors de question pour lui d'arriver à un bel objet, à un objet esthétique satisfaisant, à une sculpture. Ce qu'il aimait, c'était le trajet. J'étais très surpris tout à l'heure quand j'ai vu ce tableau parce que j'avais gardé le souvenir, je n'ai pas vu depuis 40 ans, j'avais gardé le souvenir d'un tableau inachevé. Et maintenant, il me semble achevé. Alors, il s'est achevé tout seul. Parce que là, il est parfait, je trouve. Il est vraiment achevé. Enfin, pour Alberto, il était tout à fait inachevé. Parce que quand il est parti pour l'hôpital de Coire, la dernière fois, il a laissé mes deux portraits contre le mur en disant quand je reviens, on va continuer. Et puis, il n'est pas revenu. Voilà, alors, vous avez le tableau. Même avec un modèle accidentel comme j'ai été, je crois que ce qu'il voulait, c'était créer une espèce de fascination pour qu'on ne puisse pas lui échapper. C'est comme si on était prisonnier de quelque chose. Alors, il voulait à la fois qu'on soit son prisonnier, sa proie, mais il voulait aussi qu'on lui oppose ce qu'on est soi. Il fallait rester soi, pas du tout avoir l'air de devenir un pantin manipulable. Il fallait garder sa personnalité tout en se donnant, enfin complètement, à sa prédation. Alberto avait donc rue Hippolyte Mindron, cet atelier depuis 1927, je crois. Et c'était minuscule. Je crois que l'atelier lui-même devait faire, je sais pas, 22 mètres, 23 mètres carrés. Quant à sa chambre où il habitait, elle faisait 17 mètres carrés. Mais c'était un homme qui, de toute façon, ne s'encombrait de rien. Il vivait d'une façon la plus simple qu'on puisse imaginer.
Et quand je l'ai rencontré, je tout de suite été d'abord séduite par l'atmosphère qui régnait dans cet atelier. Car il travaillait le plâtre, la terre, cette terre séchait, il la grattait, donc tout était couvert d'un voile gris. Alors cette photo de cette chambre qui était la chambre d'Alberto, la chambre à coucher, la chambre un peu à vivre, quoiqu'il vivait toujours dans l'atelier. Alors ici, il y a un portrait d'Alberto fait par son père. Il ne s'encombrait pas, hein. Il y avait un thermomètre, des fleurs, sans doute mises par Annette. Je le vois mal acheter des fleurs. Deux pièces égyptiennes que Annette avait toujours gardées dans son appartement après sa mort. Un petit tableau de pommes fait par Alberto. Un réveil. Il n'y avait rien d'inutile. Pendant toute l'époque que j'allais à ce bordel, j'allais continuellement voir au Louvre et ailleurs, voir les sculptures, n'est-ce pas? J'ai copié depuis toujours, depuis l'enfance, absolument tout ce qui me tombait sur la main, tableaux et sculptures de toutes les époques. Et peu à peu, j'ai, je crois, été intéressé ou attiré à peu près par tout ce qu'on a fait. Giacometti a visité le Louvre avant la guerre. Il connaissait absolument le Louvre par cœur, salle par salle, comme il dit. Après-guerre, entre 46 et 50, disons, avant que je ne parte à Grenoble, il y allait moins. Mais j'ai fait 3 ou 4 visites avec lui. Et alors son parcours, il faudrait reprendre d'ailleurs, avant de parler de ce qu'il voyait au Louvre, de ce qu'il avait vu lorsqu'il était très jeune, lorsqu'il a fait son premier voyage en Italie, avec son père en mai 1920 à Venise. Alors ce qu'il a bouleversé, naturellement, c'est Tintoret. Il a vu tous les Tintorets de Venise et il n'aimait que Tintoret et il détestait Titien, Véronèse. Il fait une exception pour Bellini, un petit peu. Puis après, il va avec son père à Padoue. Alors il découvre Giotto, il est très malheureux parce que Giotto lui donne un coup de poing terrible, comme il dit, mais il est obligé... C'est Tintoret qui dégringole, il est malheureux comme tout. En sortant de Padoue, quand même, ça c'est très important, il a vu 2 ou 3, comme il dit, de jeunes filles. Il les a vues avec à la fois fascination et avec terreur. Puis il revient en Italie en automne et il découvre la petite statuette égyptienne à Florence. Alors là, il s'aperçoit que c'est ce qu'il y a de plus près de la vérité qui était son objectif fondamental. Et puis il passe à Assise, où il voit les Cimabue d'Assise, qu'il bouleverse naturellement. C'était son tableau préféré, celui qu'il aimait le plus. Il est d'une telle puissance, d'une telle grandeur, à la fois physique et mystique, enfin religieuse, parce que c'est une icône. Et alors en effet, l'objet invisible qui a fait l'objet de tellement de commentaires, je ne veux pas, y compris de la part de Breton d'ailleurs, qui date de 1934, est un moment tournant où il représente cette femme sur une espèce de siège qui évoque un petit peu le trône extraordinaire qui est dans la Maestà. Le jeu des mains, ce qui bouleversait Giacometti dans le tableau, en dehors naturellement de la majesté, de la grandeur, du chromatisme qui est tellement raffiné, il y a des dégradés de couleurs extraordinaires, mais ce qu'il frappait, c'était les mains, la densité des mains et la vérité des mains. Et si vous regardez le tableau, derrière moi, regardez tout le manège extraordinaire des mains, la main de l'enfant, la main des anges autour, la main de la Vierge. Et dans l'objet invisible, évidemment, ce qui est extrêmement important, c'est le mouvement des mains qui essaie d'attraper on ne sait quoi, non pas un enfant, comme on a pu le dire fatalement, mais c'est l'objet même de l'art, la réalité, qui est insaisissable. Alors il était très content de la tête,
qui ne correspond pas du tout aux têtes qu'il a faites par la suite, mais il était par contre mécontent du corps. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'il a presque la même position que son œuvre. Et ça s'appelait donc l'objet invisible, mais c'est aussi maintenant le vide. Et c'était pour lui un jeu de mots parce que c'est aussi maintenant le vide. C'était peut-être aussi la fin d'une époque et où il faisait le vide. Il y avait des discussions entre... Parce que Alberto avait rompu avec les surréalistes, et naturellement que les surréalistes regrettaient beaucoup d'avoir perdu un personnage aussi important qu'Alberto. Alors, ils étaient venus me voir dans mon atelier rue de Fürstenberg, et justement, j'avais discuté sur des choses, rapport de ton, quelque chose comme ça, avec Alberto, et on n'était pas d'accord sur un certain point, et Breton, on avait conclu que nous étions devenus des ennemis. Alors que c'était, au fond, la naissance d'une amitié qui a duré jusqu'à la mort d'Alberto. C'est vrai que dans l'altercation qui a eu lieu avec André Breton en 1934, il était question d'une tête. Il a été question d'une question que poserait André Breton à Giacometti. Vous vous souvenez de cette question qui avait trait à la tête? C'était probablement quand Breton a parlé de tête et aurait dit à Alberto, je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens que Breton a dit à Alberto, Breton avait dit, tout le monde sait ce que c'est qu'une tête aujourd'hui. Et Alberto a répondu, moi pas. Et quand il a fait poser un modèle, c'était en 1935 je crois, il s'est aperçu que c'était là le vrai problème et qu'il n'avait jamais pu réellement faire une tête et savoir ce que c'était qu'une tête. Et il a fait poser ce modèle pendant des années et des années sans rien, sans aboutir à rien du tout. À l'académie, j'étais 5 ans, a fait la seconde année. Par hasard, je suis tombé sur un crâne qu'on m'a prêté. J'ai eu une telle envie de le peindre que j'ai laissé tomber l'académie pendant tout l'hiver. J'ai passé tout l'hiver dans une chambre d'hôtel à peindre le crâne. Où je m'étais... Voulant le préciser, le saisir autant que possible, je passais des journées seulement à tâcher de trouver la tache, la naissance d'une dent, non, qui monte très haut près du nez, et le suivre le plus exactement possible dans tout son mouvement, non? De manière que, si d'abord je voulais faire tout le crâne, cela me dépassait, j'étais réduit à peu près à faire la partie inférieure, c'est-à-dire la bouche, tout au plus, le nez, les orbites, et pas au-delà. Et encore aujourd'hui, je regrette de ne pas être allé au bout, et depuis, j'ai toujours envie de reprendre cela. Et alors là, peu à peu, d'avoir un crâne devant moi ou un personnage vivant, la différence devient minime. Un vaut à peu près l'autre. Alors il y avait une tête qui le fascinait ici au Louvre. C'est l'autoportrait du Tintoret que j'ai vu en effet avec lui. Ah là là, quelle tête! Tout de suite quand il arrivait devant. Là, il y a cette petite tête qui est réduite à la tête et un petit peu le buste. Et alors qu'il le bouleversait parce qu'il ne pouvait pas l'attraper, il ne pouvait pas la voir, il était à une distance infranchissable. Et en même temps, ce qu'il voyait, c'était le crâne, qui pour lui est fondamental, et le regard. Ce regard qui, avec l'orbite de l'œil, qui est tourné en dedans, et qui est plus fort pour lui que le regard de Rembrandt.